Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Géopolitique internationale, l'émission qui nous permet de comprendre et de décrypter les enjeux géopolitiques majeurs. Il avait dit haut et fort que le monde en général et l'Afrique en particulier était le dernier de ses soucis. Récemment encore, parlant du continent africain, il avait péjorativement réduit à un tas de merde et pourtant le président américain Donald Trump, puisqu'il s'agit de lui, a finalement déployé son secrétaire d'État en Afrique pour une toute première tournée. Une première virée donc qui permet actuellement à Rex Tillerson de fouler le sol de 5 pays africains, notamment l'Éthiopie, le Djibouti, le Kenya, le Nigeria et le Tchad. Seulement, c'est une visite qui intervient, ou du moins qui a été annoncée après que la Russie ait annoncé la visite de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui lui a fait une tournée, sa tournée en Afrique dans un contexte où la politique actuelle de la Russie attire de plus en plus de nombreux Africains. Conscient de ce que Moscou a taxé sa politique extérieure sur un certain nombre de piliers fondamentaux, notamment l'attachement au droit international, le respect de la souveraineté des nations, mais aussi et surtout les valeurs, de leurs valeurs et de leurs traditions historiques. Alors ce soir, on va tenter de comprendre les tenants et les aboutissants de cette visite des patrons des diplomaties russes et américaines. Y a-t-il de véritables enjeux géopolitiques autour de cette chassée-croisée de Rex Tillerson et de Sergei Lavrov en Afrique? Eh bien, on en parle ce soir dans Géopolitique internationale, justement. Et puis ce soir aussi, on analyse l'analyse des analystes selon laquelle deux conceptions de l'organisation du monde s'opposent de plus en plus ouvertement dans un véritable bras de fer plus ou moins feutré. Eh bien, selon vous, chers experts, existe-t-il réellement un bras de fer entre la coalition occidentale et les BRICS associés à l'OCS, la coalition occidentale qui, je le souligne, est constituée des États-Unis, Israël, l'Union européenne, plus le Canada, le Japon, plus l'Australie et puis quelques fans. Vous allez nous le confirmer. Et puis le groupe des BRICS constitué bien sûr du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, l'Afrique du Sud et de très nombreux fans. À côté des BRICS, donc l'OCS, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, constituée de la Russie, de la Chine, de l'Inde, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan et plus de nombreux fans peut-être aussi bien. Mais nous, ce soir, on va tenter de comprendre le rapport de force entre ces deux blocs. Et s'il existe bien un bras de fer entre eux, alors quels en sont les enjeux et les perspectives? Réponse ce soir dans cette édition de Géopolitique internationale. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant dans cette autre édition de Géopolitique internationale. C'est bien sûr le troisième numéro. Vous avez donc pris connaissance des thématiques qui seront abordées ce soir dans cette émission. Et bien, pour en parler, nous serons en direct de Sochi, en Russie, avec Fabrice Beyor. Il est géopoliticien, toujours en Russie. Nous serons en direct de Moscou avec Mikhail Gamondi-Egorov. Bien sûr, lui, on n'a plus besoin de le présenter. Il est spécialiste des questions internationales en direct de Paris, non pas, on dirait d'Abidjan en Côte d'Ivoire, pardon. Nous serons avec Lebel Goran, il est spécialiste des questions stratégiques, vous le connaissez très bien. Et puis, du côté de Bruxelles, nous serons avec Luc Michel, notre géopoliticien, pour bien sûr évoquer ces thématiques ce soir. Alors, tout de suite, direction Moscou. On va retrouver sur place Mikhail Gamondi-Egorov, qui est donc avec nous ce soir. Alors, tout de suite, hein, et sans transition, monsieur Gamondi-Egorov, on analyse donc la visite quasi simultanée de Sergei Lavrov et de Rex Tillerson, donc ces deux patrons de la diplomatie russe et américaine sur le continent. Et j'aimerais qu'on commence par le début. Donc, depuis l'annonce des visites, il y a cet élément qui est peut-être un fait qui n'est pas à négliger, c'est que Rex Tillerson a débuté, par exemple, sa tournée africaine en Éthiopie au moment où Sergei Lavrov, lui, il achève la sienne. Est-ce qu'il pourrait y avoir une signification particulière à cette chassée-croisée, si on doit l'appeler ainsi, monsieur Egorov? Oui, merci pour la question. Je pense que oui, parce que, bon, déjà, il fallait s'y attendre, parce que les Américains sont fous de rage et ils sont vraiment stressés, comme le reste des élites occidentales, mais les Américains en premier lieu, sur le fait que la Russie retourne en Afrique, que la Russie est en train de retrouver ses positions d'antan et même d'en prendre de nouvelles, qui n'étaient pas forcément les siennes à l'époque de la guerre froide, à l'époque de l'Union soviétique. Donc ça fait extrêmement peur aux Américains. Et les Américains avaient beau à dire plusieurs fois sous Obama et sous Trump que la Russie
n'est pas aussi forte qu'elle prétend l'être, que c'est une puissance régionale. Aujourd'hui, on voit évidemment la concrétisation du fait que la Russie est une puissance globale, une puissance mondiale, qui a des intérêts sur tous les continents sans exception. Et M. Lavrov, d'ailleurs, avant de commencer sa visite, sa tournée africaine, avait bien indiqué, et ça c'est très important, que l'Afrique fait désormais partie des priorités de la politique extérieure de la Fédération de Russie. Cela est très important. Maintenant, par rapport concrètement à votre question et par rapport à ce voyage en Éthiopie, donc c'était le dernier voyage de cette tournée africaine de Sergei Lavrov et c'était le premier de Tillerson. Alors oui, je pense qu'il y a une symbolique à voir là-dessus pour plusieurs raisons. Alors l'Éthiopie, si vous regardez l'histoire, notamment de la guerre froide, faisait partie des principaux alliés de l'URSS durant la guerre froide. Sur le continent africain, l'URSS avait plusieurs alliés, l'Éthiopie faisait partie des principaux. Et d'ailleurs, les troupes éthiopiennes participaient même à plusieurs opérations aux côtés de la Russie, de Cuba, notamment en Angola, par exemple en Namibie. Il y avait des militaires éthiopiens en nombre limité, mais qui ne prenaient pas aussi au combat qui était mené par donc, les alliés de l'URSS, de Cuba, en Afrique, contre les forces néocoloniales occidentales et leurs supplétifs sur place. Alors, lorsque l'Union soviétique a éclaté, nous avons effectivement perdu une certaine influence sur l'Éthiopie. Les Américains, eux, au contraire, ont beaucoup renforcé leur mainmise sur l'Éthiopie. Je sais que moi, j'ai été en Éthiopie, j'ai beaucoup d'amis en Éthiopie, et je peux vous dire que les sympathies de la majorité de la population restent du côté de la Russie. Alors certes, il y a aujourd'hui une nouvelle génération qui s'est formée, qui connaît moins la Russie, et qui a parfois plus tendance à connaître les États-Unis et parfois à les idéaliser. Mais l'intérêt pour la Russie en Éthiopie, et comme dans le reste de l'Afrique, il est très important. Ça, c'est une évidence. Alors moi, je pense que, sachant déjà que les positions chinoises sont très fortes en Éthiopie, du point de vue économique et commercial, comme dans beaucoup d'autres pays africains. Alors, le fait que la Russie va retrouver l'un de ses principaux alliés du temps de l'URSS, du temps de la guerre froide, ça évidemment, ça ne peut pas plaire à Washington. Donc, je pense que le fait que Tillerson a voulu commencer par l'Éthiopie, sachant que Lavrov, lui, était en train de finir sa tournée africaine par l'Éthiopie, je pense qu'effectivement, il y a une relation à voir là-dessus pour les raisons que j'ai citées, oui. Monsieur Michael Gamondier-Goroff, on va revenir vers vous dans un instant, direction Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Lebel-Goran, vous, comment jugez-vous cette visite à la fois de Rex Tillerson et de Sergei Lavrov dans le même timing en Afrique? Voilà, en attendant que Monsieur Lebel-Goran se mette en place, hein, on va, je crois, aller à Bruxelles retrouver Luc Michel, donc Luc Michel, notre géopoliticien qui est sur place avec nous. Luc Michel, alors ces visites, les deux à la fois, de Sergei Lavrov et de Rex Tillerson en Afrique, est-ce qu'il s'agit selon vous d'un enjeu géopolitique en toute vraisemblance? Derrière la visite quasi simultanée des ministres des Affaires étrangères russes Lavrov et américains Tillerson en Afrique, il y a évidemment un enjeu géopolitique, c'est celui duquel des blocs militaires va faire basculer l'Afrique de son côté. Ce n'est d'ailleurs pas un jeu géopolitique à deux, Américains contre Russes, mais à trois, Américains contre Russes alliés aux Chinois. Il y a plusieurs étapes là-dedans. La première, c'est le soi-disant printemps arabe en 2014, où Obama annonce une vague de changement de régime en Afrique, et ça a été préparé dès 2007 avec la création à la fin du régime de Bush II de l'Africom. C'est le moment où les Américains décident d'intervenir directement en Afrique, et en 2008, c'est le déploiement de l'Africom jusqu'à nos jours, avec notamment le passage d'une base militaire à Djibouti à 34. La cible à l'époque, c'était évidemment d'éjecter les Chinois de l'Afrique. L'effet est contestable, puisque comme je l'avais annoncé au moment même de ce sommet en 2014, la politique américaine va pousser hors des mains occidentales un certain nombre de pays africains. On a des exemples avec le Congo-Brazzaville, complètement réaligné sous la Chine et les BRICS, comme dans les années 60-70, ou le Gabon, où le président Bongo tourne le dos à la politique pro-française de son père. L'étape 2, c'est ce qu'on appelle la guerre froide 2.0. L'enjeu, là aussi, c'est celui qui mettra de son côté l'Afrique qui la gagnera. Il y a à partir de ce moment-là un intérêt russe qui s'exprime en Afrique, mais il y a aussi une guerre secrète des Américains qui multiplie les interventions, les forces spéciales, les bases militaires.
Le retour progressif de la Russie se fait dans ce cadre. Aujourd'hui, la Russie vise tous les anciens pays où l'Union soviétique était présente sur ce qu'on appelle les champs de bataille de la guerre froide, notamment le Mozambique, l'Angola, l'Afrique du Nord, la Libye, etc., etc. Il y a derrière la volonté des Russes d'une volonté de puissance géopolitique pure pour redevenir une puissance mondiale. La Russie doit être présente en Afrique. Il y a du côté des Chinois, eux, leur intérêt géoéconomique, donc deux angles différents pour voir cette guerre froide 2.0. Il y a une arrivée progressive de l'armée russe en Afrique, tout d'abord à travers un groupe de sécurité militaire qu'on appelle le groupe Wagner, qui est dirigé par un ancien des forces spéciales russes, qui est lié, d'après les Américains, à l'armée russe, et où les spécialistes de Wagner interviennent, suivent les conseillers militaires. Wagner est ainsi arrivé près d'Haftar en Libye, au Soudan, en Égypte, en RCA. Les conseillers russes sont arrivés immédiatement après, à la grande colère des Américains. C'est une des raisons de la venue de Tillerson en Afrique. L'étape 3, c'est très simple évidemment, c'est bien entendu les intérêts économiques qui sont lancés par le projet des Chinois, cet grand projet géoéconomique qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, ou le projet OBOR, One Belt, One Road, que veulent les Chinois unifier l'Eurasie en accord avec les Russes, arracher l'Union européenne des mains géopolitiques américaines, mais surtout arrimer économiquement l'Afrique avec l'Eurasie unifiée en marche. C'est inacceptable évidemment pour les Américains. Il y a des problèmes qui se posent à Djibouti, en Éthiopie, liés à tout ça. Ça vous explique la visite de Tillerson. Tillerson, il vient dans 3 pays qui posent problème aux Américains. Le Tchad, parce qu'il risque des billets d'eau, a été mis de côté alors qu'il dirige la lutte antiterroriste. Djibouti, parce que Djibouti se vend à tout le monde. Il y a des bases saoudiennes, japonaises, françaises, américaines et maintenant chinoises. Et enfin, l'Éthiopie, parce que la Chine, voyant que Djibouti n'est pas sûr pour elle, se tourne vers l'Éthiopie. Voilà ce qui vous explique l'axe de la visite de Tillerson, avec également les deux des 3 pays qui sont les portes d'entrée des Américains, qui sont étroitement contrôlés au niveau militaire par l'Africom. C'est le Nigeria, c'est le Kenya. Il en manque un, c'est l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud est dans l'incertitude du futur président, et donc Tillerson s'est abstenu d'aller prendre des positions dans un pays dont on ne sait pas ce qu'il vient de devenir. Je vous ai donc résumé quel est ce grand enjeu géopolitique qui va voir des batailles se dérouler, des batailles géoéconomiques, mais aussi des batailles bien entendu géopolitiques. Au milieu de tout ça, les intérêts sont divergents. Les Américains, ce qu'ils veulent, c'est le contrôle géopolitique de l'Afrique et le contrôle de ses matières premières. Les Russes, ce qu'ils veulent, c'est l'alliance géopolitique, c'est pas la même chose avec l'Afrique. Enfin, les Chinois, ce qu'ils veulent, c'est l'alliance géopolitique, mais la préservation de leurs intérêts géoéconomiques. D'accord, merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour ces précisions. Eh bien, Monsieur Michael Gamandi-Agorov, avant de rentrer dans l'aspect proprement géopolitique, je crois qu'on va aller à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire, prendre l'avis de Monsieur Lebel-Gourane, justement, sur ce timing. Alors, Monsieur Lebel-Gourane, tout à l'heure, on avait quelques soucis de connexion avec Abidjan. Alors, vous, comment est-ce que vous jugez cette visite de Rex Tillerson et de Sergei Lavrov dans le même timing, en tout cas quasiment le même, hein? Les BRICS et l'OCS sont de toute évidence des organisations qui font le contrepoids à l'influence américaine et européenne dans le monde. Si nous suivons l'histoire du monde, nous remarquons que l'ONU a été créée pour essayer de mettre en place un cadre de discussion et d'échange afin d'éviter les conflits. Mais plus le temps passe, nous remarquons que l'ONU et certaines de ses agences travaillent pour un cercle d'influence, ou pour les Américains, ou pour les Européens. Et la Russie, qui se relève depuis la chute de l'URSS, avec certains pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, ne sont pas intéressés à suivre un monde unipolaire. Donc il va sentir que les BRICS étant l'organisation plus économique, l'OCS devient l'organisation militaire. C'est un peu une riposte à l'OTAN qui étend son influence sur plusieurs pays. Voilà, l'OTAN essaie par exemple de mettre une base en Tunisie qui a été refusée, et l'OTAN va toujours essayer d'avoir plus de bases.
Nous rappelons que les États-Unis sont le pays qui possède près de 750 bases militaires dans le monde entier. Et nous ne comptons pas les bases des autres pays qui sont affiliés comme la France ou S'il vous plaît, on va commencer. Hein. C'est vrai que la question du bras de fer entre la coalition occidentale et bien sûr les BRICS, l'OCS, fait partie de géopolitique internationale de ce soir précisément dans la deuxième partie. Mais avant, est-ce que vous pouvez réellement nous faire part de votre analyse concernant ce timing quasi similaire entre les visites de Sergei Lavrov et de Rex Tillerson en Afrique dans le même temps? Monsieur Lebel-Goran, voilà, je crois qu'on a en définitive quelques soucis de connexion avec Abidjan ce soir. En attendant donc que M. Lebel-Goran se mette tout à fait en place, je crois qu'on va, avant d'avoir son analyse sur cette coïncidence de timing, donc on va poursuivre avec vous, M. Michael Garmandy-Egroff. Alors tout à l'heure, Luc Michel a abordé un aspect géopolitique peut-être important. On sait que Sergei Lavrov a clairement dit, avant d'effectuer cette tournée, que l'Afrique est désormais une priorité pour Moscou. Et concernant Rex Tillerson, est-ce qu'il en est de même? On voudrait savoir, est-ce que réellement l'Afrique fait partie des priorités de Washington aujourd'hui? On sait que les Africains se sont indignés il y a encore quelques temps des propos du président Donald Trump, mais cela n'est pas le seul problème. Parmi les pays que Rex Tillerson visite ou a visité, en Afrique, bien sûr, il y a le Tchad et on sait qu'il y a encore quelques temps, les États-Unis, justement, mettaient le Tchad sur la liste noire des pays terroristes, des pays donc, qui n'ont pas accès, qui n'ont plus en tout cas accès au sol américain. Et aujourd'hui, Rex Tillerson effectue une visite dans ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une sorte de paradoxe dans le jeu géopolitique de Washington aujourd'hui, monsieur Egroff? Alors, oui et non. L'Afrique est une des priorités des Américains pour la simple raison, et c'est vrai que cela a été mentionné tout à l'heure, parce que l'Afrique est un endroit où plusieurs intérêts géopolitiques et géoéconomiques se croisent. Et sachant que l'Afrique est aussi le continent qui possède probablement, c'est le continent le plus riche en termes de ressources naturelles, dont les Américains raffolent parce qu'ils adorent piller les autres pays. Regardez l'histoire du monde, regardez l'histoire contemporaine, regardez tout ce qui a été fait au Moyen-Orient, le chaos qui a été créé au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, etc. Les Américains, partout où il y a de grosses possessions de ressources naturelles, ils sont toujours là, que ce soit le pétrole, que ce soit le diamant, que ce soit l'or. Prenez la RDC. C'est un pays qui dispose d'énormes ressources naturelles et qui n'arrive toujours pas à se relever et qui vit véritablement dans la peur, dans le chaos permanent, parce que les Américains, les intérêts américains, notamment des multinationales américaines et des élites américaines, ils sont largement représentés. Vous comprenez? Donc évidemment, sachant cela, les Américains ont toujours des positions très importantes en Afrique, ils ne veulent pas les perdre. Sachant d'autant plus, et lorsqu'ils ont vu que la Chine, au fil des 10-15 dernières années, a largement élargi sa présence en Afrique et au point de devenir le principal partenaire économico-commercial de l'Afrique, du continent africain, ça aussi, ça ne plaît pas aux Américains, sachant que la Chine, et ils le disent ouvertement, vous écoutez n'importe quel haut responsable américain, il le dit ouvertement, la Chine est un adversaire géopolitique des États-Unis et il faudra faire avec. Alors, si jusque-là, les tensions entre la Chine et les Américains n'étaient pas aussi palpables, aussi élevées qu'entre la Russie et les États-Unis, cela n'enlève en rien que la Chine est mentionnée comme l'un des principaux défis au monde tel qu'il est voulu par les Américains. Et en plus, maintenant, lorsqu'il y a la Russie qui revient, dans un continent où elle avait gardé de très bonnes positions, où elle a gardé une très bonne réputation, qu'elle a beaucoup soutenu à l'époque de la décolonisation, et pas seulement de la décolonisation, mais aussi l'après-décolonisation, parce que l'URSS a accordé un très large soutien aux pays africains qui avaient obtenu leur indépendance par rapport aux métropoles coloniales européennes, occidentales. Donc évidemment, aujourd'hui, lorsqu'ils voient que la Russie retourne sur ce continent, maintenant que la Russie s'est relevée pleinement et qu'elle est redevenue une puissance globale, et qu'elle le dit ouvertement, l'Afrique fait de nouveau désormais partie de la priorité, des grandes priorités de la politique extérieure russe, et ils savent parfaitement aussi que la Russie et la Chine sont proches sur un très grand nombre de points. Nous sommes des alliés géopolitiques, il faut bien le dire. Évidemment, tout cela fait peur. Et les Américains, aujourd'hui, il est certain, je peux vous garantir qu'au cours des prochains mois et des prochaines années, les Américains vont beaucoup s'activer en vue de pouvoir garder leur mainmise sur les pays africains où ils ont une mainmise.
Et vous avez mentionné le Tchad, oui, vous avez raison. C'est vrai qu'après la démonstration irrespectueuse envers le Tchad, maintenant, Tillerson va malgré tout à N'Djamena pour la simple et bonne raison qu'il sait parfaitement qu'il risque avec le Tchad d'avoir la même situation que ce qui s'est passé avec le Pakistan. Les Américains ont dit qu'ils vont cesser de soutenir militairement le Pakistan, qui était l'un de leurs principaux alliés dans cette région en dehors d'Israël et de l'Arabie Saoudite, et le Pakistan, qui a déjà, au cours des dernières années, s'est beaucoup rapproché de la Chine. Il a dit aucun problème. Et le Pakistan va maintenant aussi de plus en plus se rapprocher de la Russie. Alors ils savent qu'avec le Tchad et beaucoup d'autres pays africains qui, même s'ils étaient relativement proches des Américains au cours des dernières années, aujourd'hui ils ont véritablement un choix que de renforcer leurs liens avec la Chine, de renforcer leurs liens avec la Russie, et ça va faire très mal aux intérêts américains. Et c'est pour ça que les Américains sont très stressés et sont en train de s'activer pour pouvoir garder leur main mise sur les pays africains, en tout cas dans les pays où ils ont déjà une présence et qu'ils veulent à tout prix garder. D'accord. Alors, monsieur Egorov, avant d'aller à Abidjan, vous parlez de garder la main mise. Et justement, ça me fait penser à un aspect des choses. On sait que la politique actuelle de Moscou aujourd'hui est une politique qui attire de plus en plus les Africains. Et si on s'en tient à vos propos, à vos analyses dans le journal, dans Sputnik par exemple, vous dites qu'aujourd'hui, la Russie, Moscou a axé sa politique extérieure sur un certain nombre de piliers, ces 3 piliers fondamentaux notamment. Mais parmi ces piliers, il y a justement un aspect fondamental, c'est l'attachement au droit international, mais aussi et surtout, et ça c'est important pour les Africains, le respect de la souveraineté des nations, mais aussi le respect des valeurs et des traditions historiques des Africains. Alors concrètement, qu'est-ce que cela voudrait dire? Alors, ça veut dire 2 choses. Alors déjà, vous avez mentionné 3 points. Effectivement, j'avais écrit un article là-dessus pour Sputnik France. Oui. Donc, le premier point, c'est que la Russie, effectivement, se base sur le respect du droit international. La Russie est fermement opposée à des interventions de type néocolonial dans les pays où on n'a pas été invité, comme le font les Américains et comme le font aussi les Européens. Même si les Européens sont avant tout des satellites de la politique américaine, je parle des pays de l'Union européenne, y compris de la France, de la Grande-Bretagne, etc. Mais c'est ça leur politique. Nous, on est fermement opposés à intervenir dans un pays où on n'a pas été invité. S'il n'y a pas d'invitation du gouvernement légitime de ce pays et s'il n'y a pas une résolution onusienne dans des cas extrêmes, il n'y a aucune raison qu'un pays intervienne dans les affaires intérieures d'un autre pays, un pays qui est indépendant et souverain. Deuxième point, et effectivement, on l'avait bien mentionné, c'est le respect de la souveraineté. Alors nous, on se base sur le respect de la souveraineté de tous les pays, sans exception. Et l'Afrique, et d'ailleurs, même à l'époque de la guerre froide, on a déjà abordé ce sujet, même si l'URSS était très intéressé à faire exporter son modèle idéologique et politique envers tous les États du monde, y compris africains, il n'y avait jamais une imposition. L'URSS ne venait pas et n'imposait pas. La preuve, c'est que par exemple en Égypte, où on a tellement fait pour ce pays, mais lorsqu'il y a eu, après Gamal Abdel Nasser, il y a eu ce remplaçant qui était arrivé et qui nous a demandé de quitter les lieux, on est parti. Parce qu'on se dit que c'est un pays souverain, ils ont le droit de choisir leur propre avenir. C'était Anwar Sadat en l'occurrence. Donc, pareil aujourd'hui, la Russie n'a aucun intérêt à imposer sa volonté. On viendra là où on est invité, où on est les bienvenus. Là où on n'est pas invité, on n'a pas à venir, on n'a pas à imposer notre politique. C'est ça notre vision de la chose. Et c'est ça qu'on rappelle constamment à nos partenaires entre guillemets occidentaux, c'est-à-dire respecter vos partenaires, que ce soit nous, la Russie ou la Chine et les autres, et on peut avoir un dialogue honnête. Mais puisque vous avez toujours tendance à vouloir venir et imposer votre volonté, on ne va jamais s'entendre. Surtout que la Russie, elle a les moyens d'avoir une politique indépendante et on ne va jamais accepter que quelqu'un vienne nous imposer comment on doit vivre, penser et faire les choses. Et nous, cette politique, cette vision de la chose, on l'applique aussi à nos autres partenaires, à d'autres endroits du monde, dont évidemment en Afrique. Nous n'allons pas venir imposer à qui que ce soit notre volonté. Là où nous sommes bien vus, et là où il y a des intérêts qui convergent, intérêts politiques, géopolitiques, militaires, nous allons venir et nous collaborer. D'accord. D'égal à égal. Merci beaucoup, Monsieur Mikhaël Egorov. On va y revenir, on va revenir avec vous. J'insiste, j'aimerais vraiment qu'on puisse aller à Abidjan retrouver Monsieur Lebel-Gourane, justement, pour avoir son analyse, en tout cas, de ce timing quasi similaire entre la visite de Rex Tillerson d'un côté et puis de Sergei Lavrov de l'autre. Alors, Monsieur Lebel-Gourane, si vous êtes bel et bien avec nous, comment est-ce que vous jugez ce timing, ce presque même timing, justement, entre ces deux patrons des diplomaties russe et américaine? C'est un chassé-croisé diplomatique entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique.
Ce chassé-croisé nous montre que l'Afrique est en train d'occuper une part importante dans ce que nous pouvons appeler une nouvelle confrontation idéologique, politique et militaire dans le monde. Depuis la crise de la Syrie, nous avons assisté à une montée en puissance de la Russie en Extrême-Orient. La Russie a développé une certaine mainmise sur la Syrie qui lui a permis également de s'inviter en tant que partie prenante dans différents conflits. Nous avons vu que la Russie a essayé de s'imposer et d'ouvrir le débat sur la capacité et l'obligation de discuter sur certains sujets du monde. L'Afrique devient de plus en plus un continent qui va compter. Si nous regardons les visites ou les intérêts qui ont été portés à l'Afrique en termes de diplomatie, nous remarquons que depuis ces 2 dernières années, l'Afrique n'a pas été au cœur de ses stratégies, n'a pas été au cœur de ses attentions. Alors, comment pouvons-nous interpréter le fait que Rex Tillerson, le porteur de la diplomatie américaine, et Sergei Lavrov, son homologue de Russie, se retrouvent dans la même période en Afrique? Nous assistons inévitablement à un jeu d'échecs. Il s'agit de positionner ses intérêts, il s'agit de rassurer ses alliés, il s'agit de mettre en place des potentielles stratégies pour pouvoir endiguer les différentes crises qui vont survenir. Parce que nous savons qu'il y a quelque chose qui a changé depuis la Syrie. Nous entendons une voix russe qui s'impose dans le conflit des nations. Nous entendons certains pays comme la Chine qui, dans le silence, arrivent à s'opposer à ce qu'on peut appeler le diktat de la pensée et le diktat de la force militaire. Ces 2 visites en chassé-croisé sur le continent africain à cette période nous prouvent que les éléments sont en train de changer et que l'Afrique va être aussi le continent où ces 2 rivalités vont s'exercer. Sergei Lavrov est un vieux routier de la politique. Il est à ce poste depuis plus de 10 ans et est plus actif que Rex Tillerson, qui est un homme d'affaires qui a été propulsé à ce poste par Donald Trump. Mais quoi qu'il en soit, nous avons en face de nous 2 superpuissances qui essaient de placer des stratégies, qui essaient de placer des alliances pour le développement de ce qui va se produire très prochainement. Nous avons assisté, par exemple, à la recrudescence du terrorisme au Burkina Faso et même au Mali, et nous savons que celui qui gère principalement cette zone est le président Idriss Déby. Et quand nous voyons que le Tchad, qui a été mis au banc des accusés, qui a même eu, une décision qui était en train de... Le Tchad, par exemple, qui avait eu des soucis au niveau de l'octroi des visas avec les États-Unis d'Amérique, qui revient au bon souvenir des Américains. Et on est quand même surpris que Rex Tillerson rende visite au président tchadien Idriss Déby. Tous ces mouvements nous prouvent que nous sommes dans une période où il n'est aucun allié que l'on puisse négliger. Et si nous assistons à cette venue de Rex Tillerson et de Sergei Lavrov en Afrique, cela veut dire que l'Afrique a un potentiel politique, a un potentiel militaire intéressant dans cette lutte qui va monter de puissance en puissance. Nous avons assisté il y a 1 ou 2 mois au refus de la Tunisie d'accorder une base militaire à l'OTAN et nous pensons que ces mois à venir, nous allons avoir un renforcement de certaines bases en Afrique, nous allons avoir un déploiement militaire de ces 2 puissances ou visiblement ou dans la clandestinité en guillemets. Nous allons de toute façon assister à une montée en puissance de la confrontation passive entre ces 2 grandes puissances. En ligne de mire, je pense qu'il faut mettre en avant le conflit syrien et d'autres conflits qui vont certainement émerger vu que les Américains ont été contrés et ont été contrariés sur le dossier syrien. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lebel Goran. Alors, on va sortir de ce sujet avec vous, Monsieur Michael Gamandi-Egrov. Tout de suite, on vient d'écouter
Monsieur Lebel-Goran, hein, qui nous rappelait, on s'en souvient, c'était il y a quelques semaines encore, lorsque la Tunisie avait refusé de façon ferme et catégorique justement la construction d'une base militaire sur son sol, sur son territoire par l'OTAN. Et aujourd'hui, la question qu'on a envie de se poser lorsqu'on voit ces tractations, lorsqu'on voit justement cet enjeu géopolitique des visites de Rex Tillerson et même de Sergei Lavrov, est-ce qu'en ce qui concerne l'OTAN précisément et donc du bloc occidental, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas selon vous, vous êtes spécialiste des questions internationales, est-ce qu'on peut dire lorsque la Tunisie refuse par exemple la construction de cette base militaire de l'OTAN, est-ce que cela voudrait dire d'une certaine façon que l'Afrique a compris? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par notre cher collègue Lebel-Goran. D'ailleurs, si vous me permettez, par rapport à la dernière question que je n'ai pas eu le temps de finir, vous avez parlé de valeurs et ça aussi c'est très important. Tout à fait. La Russie ne viendra pas imposer des valeurs aux Africains parce que nous respectons nos valeurs et nous respectons les valeurs des autres. La Russie ne va pas venir comme les États-Unis ou les Européens parler du prétendu mariage, etc., etc., parce que, sous contrainte de dire si vous n'appliquez pas ce que nous voulons que vous appliquiez, alors on ne va pas collaborer de cette façon, nous allons mettre des sanctions économiques, etc. Monsieur nous, Goran, on ne va jamais venir comme ça. Monsieur Goran, je ne vous ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Vous avez dit la Russie ne viendra jamais parler des prétendues valeurs. Parler des valeurs qui sont contraires, imposer des valeurs qui sont contraires à la population concernée. Par exemple, les Européens, les Américains, quand ils viennent en Afrique, ils aiment beaucoup parler du prétendu mariage pour tous, etc., qu'ils appliquent chez eux. Mais nous, on est comme les Africains, opposés à ce genre de choses. On ne viendra pas imposer des valeurs qui sont contraires à la population locale. Ça aussi, c'est important de le noter. Maintenant, concrètement, par rapport à la question que vous venez de poser, alors oui, l'Afrique, je pense, elle est en train de le comprendre de plus en plus. D'ailleurs, en parlant du cas tunisien, il faut savoir que je pense que c'est pas un hasard que les Américains ont essayé de convaincre la Tunisie de mettre une base de l'OTAN à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, sachant que l'Algérie est un des principaux alliés de la Russie sur le continent africain et de par le monde. C'est le troisième principal client mondial de l'armement russe. C'est un partenaire de très longue date depuis l'époque soviétique à ce jour. Et aujourd'hui, lorsque l'Algérie, ils voient que l'interaction, notamment dans le domaine de la défense, est en train d'aller au plus haut, ça ne plaît pas aux Américains, alors ils essayent via des pays voisins, et donc la Tunisie, d'essayer peut-être de mettre la pression. Alors j'ai suivi cette situation, et l'Algérie avait fermement fait savoir à la Tunisie qu'elle n'accepterait pas, et qu'elle ne veut pas avoir une base de l'OTAN à sa frontière. Heureusement que la Tunisie a entendu son voisin algérien, parce que je pense que la Tunisie aussi peut en tout cas, au sein de la société civile, je sais que les Tunisiens, aujourd'hui, veulent de plus en plus se rapprocher de la Russie et s'éloigner de l'influence occidentale. Donc je pense que cet exemple confirme effectivement, pour répondre à votre question, que beaucoup de pays africains, à différents endroits de l'Afrique, comprennent qu'il faut aujourd'hui choisir les bons partenaires qui vont respecter votre souveraineté, qui vont respecter vos valeurs, vos traditions, votre culture, et qui ne vont pas venir dans un esprit purement colonial. Écoutez, nous sommes les plus puissants, nous avons dominé le monde depuis des siècles, nous avons colonisé le monde, alors vous allez accepter ce que nous voulons que vous acceptez. Non, la Russie ne viendra pas avec cette approche, et je pense que c'est ça que ce dont l'Afrique a besoin. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Lebel-Goran, merci. Monsieur Michael Gamandi-Egorov, pardon. Alors, on va terminer, on va donc sortir de ce sujet à présent. On passe à la seconde thématique de la soirée. Je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, fidèles téléspectateurs, ce soir, on analyse aussi l'analyse des analystes selon laquelle justement il y a deux conceptions de l'organisation du monde qui s'opposent de plus en plus ouvertement dans un véritable bras de fer et qui est plus ou moins feutré. Et bien, selon vous, donc, chers experts, chers invités, est-ce qu'il existe réellement un bras de fer entre la coalition occidentale d'une part et les BRICS avec bien sûr l'OCS? On va donc en parler dans cette seconde partie de l'émission. Mais avant, on va prendre cet élément qui montre quelque chose de spectaculaire. C'est justement le président Vladimir Poutine. C'est un extrait de son allocution, de son discours devant la Douma le 1er mars dernier. Un élément qui montre la nécessité d'équilibrer ou de rééquilibrer les équilibres, justement, si je peux me permettre la répétition de ce monde. On écoute et on revient. Personne au monde ne dispose de telles armes, a affirmé à plusieurs reprises Vladimir Poutine dans son discours choc devant le Conseil de la Fédération qui réunit les deux chambres du Parlement et tous les politiciens qui comptent en Russie. À l'aide de vidéos et de films d'animation, il a montré aux Russes et au monde ce sur quoi les chercheurs militaires travaillent ici depuis une quinzaine d'années. Toute une nouvelle génération d'armes stratégiques sophistiquées prêtes à être fabriquées ou déjà en production. Et voici Sarmat, un
missile balistique intercontinental à tête multiple capable de défier les systèmes de détection. Et puis des missiles de croisière supersoniques, certains à propulsion nucléaire, dont le rayon d'action est incroyablement grand, pratiquement indétectable. Ou encore un drone sous-marin 100 fois plus petit qu'un submersible qui peut se déplacer à des profondeurs records et transporter une charge nucléaire. Personne ne voulait nous écouter quand nous disions « Il ne faut pas changer les équilibres stratégiques », a dit le président russe. Maintenant, vous feriez mieux d'écouter. La surprise, elle est venue des armes hypersoniques. On sait que les États-Unis, les Chinois, les Russes travaillent sur les armes hypersoniques, mais personne n'imaginait, en tout cas pas moi, que les Russes étaient aussi avancés. Et qu'en fait, ils étaient sur le point de se doter, de mettre ces armes en dotation. Pour cet expert militaire, Vladimir Poutine a lâché une véritable bombe en suggérant qu'une bonne partie de la défense occidentale est obsolète face à la Russie. La donnée du bouclier antimissile est quasiment aujourd'hui injustifiable. À quoi ça sert d'investir autant d'argent, de mettre des radars, des équipements comme ça en Pologne, dans les pays de l'Est, puisque de toute manière, si jamais il y a un conflit nucléaire, la Russie percera toutes les défenses américaines. Vladimir Poutine a répété, la Russie n'utilisera ses armes que si son territoire est attaqué ou si un de ses alliés est visé par des armes de destruction massive. Voilà, merci beaucoup à la réalisation pour cet élément. Alors, on va commencer par Sochi en Russie. En Russie, donc justement, on va retrouver sur place Fabrice Briord qui est également avec nous ce soir. Alors, on vient de regarder cet élément, Monsieur Fabrice Briord. On parle donc, on tente de comprendre ce bras de fer entre la coalition occidentale qu'on connaît, dont on connaît les pays qui la constituent, et bien sûr les BRICS avec l'OCS. Alors, vous, lorsqu'on voit un élément, lorsqu'on écoute ces mots de Vladimir Poutine, on a l'impression qu'un nouvel arsenal nucléaire russe vient donc rétablir la bipolarité du monde. Est-ce que vous partagez cet avis? Promis un avenir radieux, les BRICS n'ont pourtant pas encore émergé, et cela malgré le fait que la crise de 2008 a ébranlé la position morale de la mondialisation américaine. Cette baisse de puissance, ce ramollissement a deux facteurs essentiels. Le fait de l'accumulation des situations défavorables des pays et de l'absence de force collective du groupe. C'est là que se trouve la limite des BRICS. Son manque d'unité politique, son absence de vision géopolitique globale. Et c'est là que les Russes essayent d'intervenir depuis quelque temps afin de transformer l'essai pour aller au-delà des projets économiques, au-delà des intentions diplomatiques qui se perdent le plus souvent dans les méandres des jeux des uns et des autres. En effet, la Russie n'est pas seulement membre des BRICS, elle est également membre de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui, à l'origine, créée par la Chine, a été transformée par la participation de la Russie en une alliance géostratégique globale. Alors, il ne suffit pas de parler d'une monde multipolaire si on ne prend pas collectivement, si on reste dans la connotation diplomatique et dans le concert quelquefois disparate des BRICS, la Russie essaye d'être à l'avant-garde, elle agit. La Russie préfère mettre en avant les convergences que les divergences. Fidèle à son pragmatisme, la Russie va de l'avant au lieu de discuter des raisons de ne pas discuter. Car il faut aller de l'avant, il est illusoire, comme certains peuvent le penser, que l'émergence économique pourrait être acceptée par l'Occident si les BRICS ne mettaient pas en avant un projet géopolitique qui serait un danger pour leur propre bloc géopolitique. Sauf que séparer l'économie de la géopolitique est une erreur fondamentale. L'Occident ne veut en aucune manière l'émergence de nouveaux blocs géopolitiques qui feraient concurrence aux leurs. Le concept d'émergence économique renvoie de facto à une réalité de nature géopolitique. En effet, rappelons que la première déclaration des pays émergents n'avait aucun caractère économique. À l'initiative de la Russie, les BRICS, l'Afrique du Sud n'était pas encore présente, se réunissent dès 2008 pour faire part de leur opposition à l'indépendance du Kosovo, orchestrée par les Occidentaux.
La Russie comprend le potentiel multiplicateur de puissance globale que les BRICS dégagent, ce qui pourrait permettre, ce qui permettra de contester l'hégémonie de l'Occident qui ne correspond plus à la réalité du rapport des forces. C'est cette quête d'unité que porte la Fédération de Russie au sein des BRICS. Et la situation en Syrie a démontré que Moscou ne se contente pas de paroles, mais sait prendre ses responsabilités face aux défis du nouvel ordre mondial américain. Les BRICS devraient constituer les nouvelles fondations d'un nouvel ordre mondial multipolaire. Mais ce n'est pas encore pour demain. La Russie y travaille tous les jours. Il n'y a pas d'autre chemin. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fabrice Beyer. On va donc poursuivre avec vous, Michael Garmandier-Groff. Alors, tout à l'heure, on a écouté le président russe, deux mots essentiels. Il dit « Personne ne voulait nous écouter quand on disait qu'il ne faut pas échanger, il ne faut pas changer les équilibres stratégiques du monde. Maintenant, vous feriez mieux écouter. » Alors, très concrètement, qu'est-ce que Vladimir Poutine essaie de dire dans cet extrait? Est-ce que c'est une menace, entre guillemets? Non, je pense que ce n'est pas une menace, mais c'est effectivement la seule réponse qui a été digne de ce nom. C'est-à-dire, depuis les années que la Russie appelait les Américains à cesser de vouloir encercler la Russie de tous les côtés, à cesser d'armer les frontières russes, parce que les Occidentaux accusent la Russie de s'armer beaucoup. Mais ce n'est pas nous qui avons placé des milliers d'hommes russes à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Peut-être qu'on devrait d'ailleurs. Mais la question, c'est que ce n'est pas nous qui l'avons fait. Alors que si vous prenez les frontières de la Russie avec la Pologne, des Pays-Baltes, depuis des longues années, et c'était d'ailleurs bien avant la situation ukrainienne, nous avons déjà des milliers de soldats de l'OTAN qui y sont stationnés, et ça menace l'équilibre des forces. Alors en plus, lorsque les Américains avaient annoncé vouloir mettre donc, le système antimissile lors de ses frontières, les placer en Roumanie, en Pologne, dans les Pays-Baltes, la Russie avait prévenu qu'elle allait réagir. Alors les Américains avaient pensé que c'était autre chose. L'intervention de Vladimir Poutine récente, où il a montré de quoi on est maintenant capable, les nouvelles avancées scientifico-militaires de la Russie, le nouveau potentiel militaire et scientifique de la Russie, il a remis tous les points sur les i, et aujourd'hui, comme il a bien dit, il ferait mieux d'écouter. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus des paroles, on a beaucoup parlé, on a beaucoup fait d'appels diplomatiques en essayant d'avoir un dialogue honnête, les Occidentaux ne comprennent pas le dialogue honnête, alors nous avons montré de quoi nous sommes capables au cas où notre sécurité nationale serait menacée. Poutine avait bien mentionné que la Russie n'attaquera jamais la première, mais si jamais la sécurité nationale, si la Russie est attaquée, alors la riposte sera terrible. Les Occidentaux, ou plutôt les élites occidentales, et en premier lieu américaines, doivent en tenir compte. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Michael Garmandier-Groff. Alors, je crois qu'on va aller tout droit à Bruxelles. On va retrouver Luc Michel sur place. Alors, Luc Michel, vous, comment est-ce que vous comprenez cette espèce de bras de fer aujourd'hui entre la coalition occidentale et puis les BRICS et l'OCS? Pour répondre à votre question, il faut tout d'abord expliquer que les BRICS, ce n'est pas une unité. C'est un concept géoéconomique qui a été défini par la banque Goldman Sachs, qui voulait unir une série d'économies émergentes, et ça a donné l'idée aux Russes de faire de ces BRICS une réalité géoéconomique et géopolitique, mais on en est très loin. Derrière les BRICS, il y a une alliance géopolitique alternative, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est autour d'un axe géopolitique Moscou-Pékin, qui vise à unifier l'Eurasie, à en chasser les Américains, parce que c'est ça le but, et autour de lequel un certain nombre d'États, une dizaine de républiques ex-soviétiques, mais aussi la Chine, le Pakistan, l'Iran, etc., se sont alliés. Il y a donc deux volets. Enfin, au centre de l'OCS, il y a une anti-OTAN qu'on appelle l'Organisation du traité de sécurité collective, qui regroupe des anciennes républiques soviétiques, la Russie par exemple, le Bélarus ou l'Arménie. Il y a au milieu des BRICS, il faut le dire, des contradictions internes importantes qui fragilisent à la fois les BRICS mais aussi l'OCS. Tout d'abord, au sein des BRICS, c'est la rivalité entre l'Inde et la Chine, et elle est traditionnelle. On pense souvent qu'elle ne concerne que quelques fragments de territoire à la frontière entre l'Inde et la Chine, notamment le Cachemire, mais la véritable rivalité, c'est pour le contrôle de l'océan Indien. Il y a en ce moment une grande crise géopolitique autour des îles Maldives, qui se trouvent au centre géostratégique précisément de l'océan Indien, où la Chine a déployé sa marine,
et où les Indiens essayent de mettre un régime qui soit facilité, qui soit aligné sur eux. Il y a enfin, au sein de l'OCS, les mêmes contradictions internes. Là, c'est l'Inde contre le Pakistan. Le Pakistan a été le meilleur allié des États-Unis. Il est en train de s'en éloigner à grande vitesse parce qu'il est attiré par les Russes et les Chinois, par sa position centrale dans la péninsule indienne, dans les fameuses routes de la soie, le projet économique. L'Inde, par contre, elle s'éloigne des BRICS, c'est-à-dire et de l'OCS, parce qu'elle est alignée à la fois sur des accords économiques et militaires avec Israël, Israël qui joue le poisson pilote de la politique américaine, et dans sa contestation de l'ordre chinois dans l'océan Indien, évidemment, New Delhi est courtisé par les Américains. D'accord, merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour cette analyse. Direction Abidjan, en Côte d'Ivoire. On va donc retrouver à nouveau Monsieur Lebel Gourane. Alors, Monsieur Lebel Gourane, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les BRICS et l'OCS, bien sûr, sont une alternative crédible, on va le dire ainsi, pour contrer l'influence occidentale? Les BRICS et l'OCS sont les prémices des organisations qui font le contrepoids à l'influence américaine et européenne dans le monde. Si nous suivons l'histoire du monde, nous remarquons que l'ONU a été créée pour essayer de mettre en place un cadre de discussion et d'échange afin d'éviter les conflits. Mais plus le temps passe, nous remarquons que l'ONU et certaines de ses agences travaillent pour un cercle d'influence ou pour les Américains ou pour les Européens. Et la Russie, qui se relève depuis la chute de l'URSS, avec certains pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud, ne sont pas intéressés à suivre un monde unipolaire. Donc il m'a senti que les BRICS étant l'organisation plus économique, l'OCS devient l'organisation militaire. C'est un peu une riposte à l'OTAN qui étend son influence sur plusieurs pays. Voilà, l'OTAN essaie par exemple de mettre une base en Tunisie qui a été refusée et l'OTAN va toujours essayer d'avoir plus de bases. Nous rappelons que les États-Unis sont le pays qui possède près de 750 bases militaires dans le monde entier. Et nous ne comptons pas les bases des autres pays qui sont affiliés comme la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre. La Russie essaie de trouver des alliés qui comprennent que le monde peut évoluer sans forcément faire allégeance aux idéaux de violence, sans forcément briser le droit international. Donc les BRICS sont une réponse adaptée à toutes les pressions qui sont faites. Par exemple, il y a un embargo, il y a des sanctions économiques sur la Russie. Mais qui décrète ces sanctions sur la Russie? Par rapport à quoi? Si la Russie entreprend des actions qui sont jugées, par exemple, je vais dire négatives, ou qui sont contraires aux droits des nations, il y a des instances qui peuvent en juger. Même un pays ne peut pas décréter des sanctions contre notre pays sans base légale. Et je dois vous dire que ces sanctions contre la Russie sont faites sur une base qui n'est pas légale. Et d'autres pays comprennent que s'ils ne s'alignent pas avec la Russie ou s'ils ne créent pas un front commun, mais ces sanctions peuvent varier. On peut vous déclarer la guerre pour un X ou pour un Y. On peut vous empêcher d'exporter ou d'importer. Donc, les BRICS et l'OCS sont une réplique à ce monde de plus en plus unipolaire. C'est une fracture de cette dictature silencieuse qui essaie de nous imposer un mode de vie. Parce que depuis qu'on nous impose cette démocratie, nous sommes plus en guerre. Et je ne comprends pas qu'une démocratie puisse apporter la guerre. La démocratie dans son essence, c'est un échange, c'est un exercice d'intellectuel, un exercice de partage, un exercice qui nous permet de faire des changements sans être violents. Donc nous avons depuis quelques années les BRICS qui se sont établis, nous avons l'OCS qui se renforce et nous avons certains pays qui veulent installer un monde multipolaire. Il faut avoir un monde où on puisse échanger sans forcément avoir recours à la violence, sans avoir recours à l'extorsion, sans avoir recours aux pressions économiques. On peut, sur cette analyse, dire justement que les BRICS et l'OCS sont un contrepoids à l'hégémonie américaine, à l'ONU, à l'Organisation mondiale du commerce et à tout le bloc occidental qui, de toute évidence, essaie de capitaliser, de monopoliser toute la politique mondiale et à décider pour tout le monde, en tout lieu et en tout instant. D'accord. Merci beaucoup à vous,
Monsieur Lebel Goran en direct d'Abidjan, Côte d'Ivoire, direction Moscou à nouveau. On va donc retrouver Monsieur Michael Gamandi et Groff. Alors, Monsieur Michael, dans cette lutte, on va le dire ainsi, ou dans ce rapport de force ou ce bras de fer entre la coalition occidentale et les BRICS OCS, on apprend par exemple que le président américain Donald Trump a accepté de rencontrer Kim Jong-un, le Nord-Coréen. Est-ce que c'est justement des stratégies peut-être de mettre finalement à un moment donné aussi la Corée du Nord de son côté? Est-ce qu'on peut, on peut l'interpréter comme cela? Non, je ne pense pas. Je pense que simplement la Russie est le duel à ce qu'il y ait un dialogue honnête avec la Corée du Nord, à ce que les intérêts légitimes en termes de sécurité. Ils sont arrivés à une situation où la Corée du Nord a montré ses muscles aussi. Aujourd'hui, c'est une puissance nucléaire, certes, qui n'est pas reconnue comme telle, mais c'est une puissance nucléaire de facto. Et les Américains comprennent qu'ils n'ont pas le choix. Surtout qu'ils voient aujourd'hui que leur allié sud-coréen lui-même est intéressé à avoir un dialogue avec son voisin nord-coréen. Alors les Américains finalement arrivent à un moment, c'est un exemple où les Américains finiront par n'avoir plus le choix. Les Américains ont beau à dire qu'ils continueront à dominer le monde, ce n'est plus le cas. Bien sûr, il y a encore plusieurs années, la confrontation va se poursuivre. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Mais le cas nord-coréen nous prouve que les Américains ne sont plus vraiment les maîtres absolus de décider pour les autres peuples comment ils doivent vivre et faire les choses. Et la Corée du Nord a montré qu'elle est capable de se prendre en main, elle est capable de se protéger. Et finalement, c'est effectivement l'opinion de départ de la Russie et de la Chine qui l'ont emporté, parce que dès le départ de cette crise, entre guillemets, coréenne, sur la péninsule coréenne, la Russie et la Chine avaient appelé à ce que les deux Corées, la Corée du Sud et la Corée du Nord, puissent avoir un dialogue direct sans interférence des acteurs extérieurs et des affaires non régionaux, c'est-à-dire les Américains. Les Américains, évidemment, ont peur, déjà, parce qu'ils savent que la Corée du Nord est une puissance nucléaire et qu'elle est en mesure de riposter à toute attaque la visant. Ça, c'est la première chose qui leur fait peur. Et la deuxième chose qui leur fait peur, c'est qu'aujourd'hui, ils voient qu'il y a un dialogue qui s'installe entre un système politique et économique très différent, n'empêche que ça reste le même peuple, avec la même culture, la même langue. Et beaucoup d'Américains ont peur à terme de devoir quitter cette région, qu'on leur monte la porte. Et c'est ce qui peut arriver. La Corée du Sud, aujourd'hui, elle n'a pas envie de mourir pour des intérêts américains, sachant d'autant plus, et aujourd'hui la Corée du Sud le comprend de plus en plus, la Corée du Nord n'est pas intéressée à frapper la Corée du Sud. Mais la Corée du Nord, elle a attaqué, alors elle sera en mesure de riposter. Je pense que la Corée du Sud l'a parfaitement compris, et c'est pour ça que ce dialogue qui s'est installé sous l'impulsion de la Russie et de la Chine entre les deux Corées fait peur aux Américains, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les Américains sont en train de dire qu'ils sont prêts à dialoguer, etc., etc. Mais on verra ce que ça va donner. De toute façon, les Américains, il ne faut jamais leur faire confiance. Je parle bien des élites occidentales en général. Il n'y a aucune confiance à attendre d'eux, mais il y a on arrive à une situation où ils n'ont finalement plus vraiment le choix. Ils sont obligés de mener un dialogue parce que le monde a beaucoup changé et il continuera à changer dans les prochaines années. C'est ça que je pense qu'il faut savoir. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Michael Gamandi-Agrov. Je pense qu'on va terminer avec justement cette question, puisqu'on parle de ce bras de fer entre la coalition occidentale et les BRICS et l'OCS. Alors, on va terminer avec un aspect important aussi, l'aspect économique. Alors, au plan économique, est-ce que vous pouvez nous parler concrètement de cette banque de développement des BRICS, qui est opérationnelle depuis 2016, on le sait, et qui est aussi, selon des analystes, en tout cas, vous allez nous le confirmer, qui est aussi une banque, en tout cas, qui permet de s'affranchir de façon claire, justement, du FMI, donc du Fonds monétaire international, et de la Banque mondiale? Oui, alors très bonne question. Justement, je voulais revenir par rapport à ce qui a été dit par les intervenants précédents. Oui. Je ne suis pas d'accord sur le fait que les BRICS et l'OCS soient une alternative à l'un à l'autre. Les deux se complètent, c'est ça qu'il faut retenir. Parce qu'un monde multipolaire, ce n'est un monde multipolaire du point de vue politique, géopolitique ou militaire. C'est aussi un monde multipolaire du point de vue économique. Et les BRICS, effectivement, à la base, c'était et ça reste principalement une alliance économique. D'accord? Alors maintenant aussi, on a parlé des tensions qui peuvent exister à l'intérieur des BRICS et entre l'Inde et la Chine. Alors il y a des petits désaccords. Mais moi, je pense que si on parle concrètement des BRICS, ce n'est pas les problèmes qui puissent exister entre la Chine et l'Inde. Parce qu'il y a un dialogue qui existe entre New Delhi et Pékin. Et je suis sûr et certain qu'ils vont surmonter tous les petits désaccords qui existent. Le problème principal des BRICS, ça reste le Brésil. Parce que depuis la destitution de Dilma Rousseff, dans laquelle, selon beaucoup de mes camarades,
c'est là que Michel Temer joue un peu, même s'il il se dit toujours attaché aux BRICS, mais on sait parfaitement qu'il est aussi lié aux Américains. Donc le problème principal des BRICS, c'est le futur du Brésil qui nous intéresse. Parce qu'avec les autres membres, l'Inde, la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud, il n'y a aucun problème, il y a un dialogue qui est installé et nous collaborons de façon très active. Vous avez mentionné la nouvelle banque de développement des BRICS qui a le siège à Shanghai. Elle fonctionne effectivement depuis déjà 2016, avec un budget de 100 milliards de dollars qui est appelé à s'élargir. Et les BRICS, la nouvelle banque de développement des BRICS a déjà dit qu'elle va beaucoup s'investir dans les pays africains, investir dans des projets conjoints en Afrique, en Amérique latine, dans d'autres régions du monde, parce que les BRICS se positionnent comme une alternative au FMI. C'est ça qui fait sa différence. C'est un bloc qui n'est pas encore un bloc militaire, c'est un bloc en partie géopolitique, mais c'est avant tout un bloc géoéconomique de pays qui ne sont pas d'accord avec l'ordre économique des choses imposé par les élites occidentales. Et c'est en ce sens que les BRICS se positionnent effectivement comme une alternative au système imposé par le FMI, la Banque mondiale, etc. etc. L'OSCE, c'est autre chose. C'est un bloc effectivement avant tout géopolitique, même s'il y a aussi des positions géoéconomiques qui existent. C'est un bloc qui a été créé de la Russie et de la Chine, dans lequel il y a un très grand nombre de pays d'Asie qui sont là. Là, le Pakistan à part entière depuis récemment, alors qu'avant ils étaient membres observateurs. L'Iran est membre observateur de l'OSS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais il y a de très grandes chances qu'il va devenir membre bientôt parce que c'est ce que la Russie souhaite. Alors oui, l'OSS et les BRICS ont le rôle à jouer dans le renforcement du monde multipolaire. Parce qu'aujourd'hui, l'affrontement, c'est les partisans, les nostalgiques du unipolaire et ceux qui ont choisi de faire tout leur possible pour que le monde multipolaire s'impose une bonne fois pour toutes. Et en ce sens, aussi bien les BRICS que l'OSS travaillent en ce sens. Pas en tant que deux blocs qui se complètent. Alors, les BRICS, effectivement, plus du point de vue géoéconomique, et l'OSCE, plus du point de vue géopolitique, du point de vue de la défense, du point de vue militaire. Il faut savoir, il ne faut pas les mettre en confrontation parce que les deux blocs se complètent beaucoup et je suis très optimiste sur l'avenir aussi bien des BRICS et peut-être même des BRICS plus puisqu'il y a d'autres pays qui sont peut-être appelés à joindre cette alliance et de l'OSCE qui je pense aussi va s'élargir et renforcer son influence aussi bien dans le cadre eurasien que mondial. D'accord, merci beaucoup à vous, M. Michael Eggerhoff. Vous dites que ces deux blocs, les BRICS et l'OCS, se complètent, ils sont complémentaires. Merci beaucoup pour cette analyse. Eh bien, on va peut-être, tout à l'heure, on nous signale que M. Valence Doudane, en direction de Paris, est également avec nous. Il nous a rejoint dans le cadre de cette émission de géopolitique internationale. Et tout à l'heure, nous allons donc remettre cet extrait du président Vladimir Poutine, cet extrait de son discours devant la Douma, devant donc l'Assemblée parlementaire. C'était le 1er mars dernier. Mais avant, Monsieur Gamondi, alors cette question importante aussi, beaucoup d'Africains, et pas seulement les Africains, en tout cas le monde, les observateurs de cette scène géopolitique internationale se posent beaucoup de questions. On se demande notamment dans ce rapport de force entre les deux blocs, je parle précisément de la coalition occidentale et les BRICS, qui selon vous, c'est une question qui n'a peut-être pas sa place pour l'instant, mais en tout cas, qui selon vous pourra emporter le bras de fer économique et à quel terme? Écoute, personnellement, j'espère de tout cœur que ce sera les BRICS et l'OSCE qui vont l'emporter, et pour des raisons tout à fait logiques. Et voilà. Mais je pense que ce qu'il faut savoir, et c'est une réponse aussi à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, c'est, vous savez que les BRICS à eux seuls représentent déjà plus d'un tiers du PIB mondial. En plus de cela, si la population totale des pays BRICS, seulement les pays BRICS, c'est 5 pays, sans rajouter beaucoup de nos autres alliés latino-américains, africains, du Moyen-Orient, asiatiques, etc., nous arrivons déjà à une très grande majorité de la population terrestre. Vous comprenez? Les Occidentaux, malgré tout les belles paroles que c'est eux qui vont continuer à dominer le monde, parce que c'est eux qui ont soi-disant des valeurs universelles à porter au monde, ils représentent moins de 10% de la population mondiale. Moins de 10% de la population mondiale. Sachant d'autant plus qu'une très grande part des citoyens des pays occidentaux aujourd'hui n'apprécient plus et ne se tiennent pas la politique de leur gouvernement, la politique des élites occidentales. Donc c'est une extrême minorité. Une extrême minorité ne peut jamais dominer internellement. Vous prenez l'exemple sud-africain, pour prendre un exemple plus africain, plus local. La minorité blanche avait beau croire qu'elle allait dominer internellement la majorité noire, la majorité africaine, les autres peuples qui composent cette belle terre. Finalement, on a vu comment ça a fini. L'apartheid ne pouvait pas durer éternellement. Eh bien, l'apartheid de plus global, imposé par les Occidentaux du point de vue économique et politique, il est appelé à tomber. Parce que 10% de la population terrestre ne peut pas dominer les
ni du point Monsieur de vue Gamandi. militaire, ni du point de vue économique. Et moi, je pense que c'est un argument supplémentaire pour les BRICS et l'OSS. Voilà, Monsieur Gamandi, pour permettre à la liaison, la connexion d'être un peu plus favorable pour nous, on va donc, avant de donner la parole à Valence Doudane, qui est avec nous en direction, on dirait, de Paris, on va reprendre donc cet élément du président Vladimir Poutine, qui, je l'ai dit à l'entame de l'émission, montre en tout cas la nécessité de revenir sur les équilibres même de ce monde. On revient. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Personne au monde ne dispose de telles armes, a affirmé à plusieurs reprises Vladimir Poutine dans son discours choc devant le Conseil de la Fédération qui réunit les deux chambres du Parlement et tous les politiciens qui comptent en Russie. À l'aide de vidéos et de films d'animation, il a montré aux Russes et au monde ce sur quoi les chercheurs militaires travaillent ici depuis une quinzaine d'années. Toute une nouvelle génération d'armes stratégiques sophistiquées prêtes à être fabriquées ou déjà en production. Et voici Sarmat, un missile balistique intercontinental à tête multiple capable de défier les systèmes de détection. Et puis des missiles de croisière supersoniques, certains à propulsion nucléaire, dont le rayon d'action est incroyablement grand, pratiquement indétectable. Ou encore un drone sous-marin 100 fois plus petit qu'un submersible qui peut se déplacer à des profondeurs records et transporter une charge nucléaire. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Personne ne voulait nous écouter quand nous disions « Il ne faut pas changer les équilibres stratégiques », a dit le président russe. Maintenant, vous feriez mieux d'écouter. La surprise, elle est venue des armes hypersoniques. On sait que les États-Unis, les Chinois, les Russes travaillent sur les armes hypersoniques, mais personne n'imaginait, en tout cas pas moi, que les Russes étaient aussi avancés et qu'en fait ils étaient sur le point de se doter, de mettre ces armes en dotation. Pour cet expert militaire, Vladimir Poutine a lâché une véritable bombe en suggérant qu'une bonne partie de la défense occidentale est obsolète face à la Russie. La donnée du bouclier antimissile est quasiment aujourd'hui injustifiable. À quoi ça sert d'investir autant d'argent, de mettre des radars, des équipements comme ça en Pologne, dans les pays de l'Est, puisque de toute manière, si jamais il y a un conflit nucléaire, la Russie percera toutes les défenses américaines. Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против нее. Vladimir Poutine a répété, la Russie n'utilisera ses armes que si son territoire est attaqué ou si un de ses alliés est visé par des armes de destruction massive. Voilà, merci beaucoup à la réalisation pour cet élément. Et donc, direction Paris, en France, on va vous retrouver, Monsieur Valence Doudane. Merci à vous de nous retrouver ce soir dans Géopolitique Internationale. Eh bien, avant d'aborder la question concernant justement ce bras de fer entre, d'une part, la coalition occidentale et les BRICS et l'OCS, justement, vous avez sûrement votre mot à dire concernant donc cette visite, cette chassée-croisée, comme on l'a appelé, entre Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et le patron de la diplomatie américaine, Rex Tillerson. Et puis donc, parlant de Rex Tillerson précisément, Monsieur Doudane, est-ce qu'il y a une signification particulière, est-ce qu'il y aura une signification particulière concernant les pays, précisément les pays que Rex Tillerson a visités ou alors pendant sa tournée ou va visiter, parce que la visite, je le rappelle, continue. Et donc, on sait par exemple que il va se trouver au Tchad, il s'est trouvé au Tchad. Là-bas, les États-Unis ont placé, il y a quelque temps, on s'en souvient encore, le Tchad sur la liste noire des pays terroristes, des pays qui n'ont plus accès au sol américain. Mais d'un autre côté, on a aussi Djibouti et on sait que c'est à Djibouti que se trouve la seule base militaire américaine. Est-ce que finalement, à la fin, tous ces pays ont un enjeu stratégique particulier et précis pour les États-Unis ? Oui, il y a de gros enjeux stratégiques à travers cette visite. Vous savez que M. Tillerson arrive en Afrique dans un contexte particulier. Vous savez, la plaie causée par les affirmations du président Trump sur les pays de merde ne se sont pas encore cicatrisées. Donc, en effet, il y a de très gros enjeux stratégiques. Il est question aujourd'hui de positionnement. Les États-Unis veulent se positionner. Et il est aussi question des richesses du sous-sol africain, de conquête de marché, d'influence régionale et de positionnement en tant qu'État protecteur.
Vous savez, les grandes puissances avaient cessé de s'affronter directement depuis la fin de la guerre froide. Elles ne se battaient plus que par les intermédiaires de multinationales à leur sol. Voilà, je crois qu'on a malheureusement quelques soucis de liaison avec Paris. On va terminer dans quelques instants, mesdames, messieurs. Alors, je retourne vers vous, Michael Garmandy-Agorov, cher monsieur. Alors, ce monde unipolaire sous le leadership occidental, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un monde qui tend vers sa fin. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Est-ce que vous, en tant que spécialiste des questions internationales aujourd'hui, d'une certaine façon, vous nous le confirmez ou alors vous l'affirmez de façon ferme? De façon ferme, je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, même si on prend l'exemple sud-africain, avec le système politique raciste d'apartheid qui pensait qu'il allait durer éternellement, on a bien vu que ça n'a pas pu être le cas. Et pareil aujourd'hui, si on prend, en fait, le système occidental de la gestion du monde, c'est comme ce système d'apartheid qui prévalait en Occident, où une minorité occidentale, blanche, dominait la majorité noire, indienne, métisse, etc. C'est impossible à perdurer éternellement. Et malgré toute la volonté de poursuivre le diktat occidental, les partisans du monde unipolaire sont appelés à perdre. Parce qu'ils sont moins de 10% de la population terrestre, je l'ai dit tout à l'heure, et sachant en plus que beaucoup de leurs citoyens ne soutiennent pas leur politique, face à un bloc, si on prend par exemple les BRICS, à eux seuls, qui constituent 26% de la population terrestre, plus d'un tiers maintenant déjà du PIB mondial, et ce sera plus bientôt, près de la moitié de la population mondiale, près de 50% de la population mondiale, sans oublier tous nos alliés en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Alors, de toute façon, ne serait-ce que du point de vue démographique, on est appelé à remporter la bataille. Donc, une fois encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a encore beaucoup de défis, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il ne faut pas croire que tout va se faire du jour au lendemain, mais je pense que les élites occidentales sont appelées à perdre, ils perdront, et le monde unipolaire fera définitivement figure du passé, parce qu'il n'y a pas d'autres options pour l'avenir du monde. Monsieur Garmandy-Agorov, il n'y a pas d'autre option, c'est vous qui le dites. Tout à l'heure, on va revenir vers vous pour votre mot de fin. Mais avant, en direction Paris encore, on va tenter de vous retrouver encore une fois, Monsieur Valence Doudan. Alors, tout à l'heure, vous nous donniez votre analyse sur cette visite avec le timing presque pareil entre le chef de la diplomatie américaine et le chef de la diplomatie russe. Vous disiez donc qu'il y avait des enjeux hautement stratégiques derrière ces deux visites. Oui, Vanessa. En fait, je disais qu'il y avait de gros politiques, en effet. Il est question de positionnement du candidat propre cœur. Il est question aussi d'influence régionale et surtout de contrôle de marché en Afrique. Les grandes puissances, je vous disais tantôt, avaient cessé de s'affronter directement depuis la fin de la guerre froide. Elles ne se battaient plus que par les médias de multinationales à leur son. Mais voyez-vous, les temps ont changé. Les méthodes aussi ont changé. Il n'est plus question aujourd'hui pour les États-Unis de prendre tranquillement sur place à Washington. L'Amérique est crainte de perdre gros dans cette affaire. Alors, elle s'inquiète de la percée russe, mais elle veut se battre de façon énergique, tous les moyens à sa disposition. Ce qui donc fait qu'aujourd'hui, on assiste à des moyens simultanés. L'Amérique, cette après elle a connu, la déchéance et l'oubli peuvent rapidement intervenir. Donc, pas question pour elle d'arriver en retard. Elle veut caracoler en tête sur le continent africain. Alors, c'est la course contre la mort. C'est l'empoignade. L'Afrique a été et reste l'enjeu des luttes entre les grandes puissances du monde qui tournent le tempo et la marche à suivre. L'Afrique est l'objet de toutes les convoitises. Et comme disait le président de la Guinée équatoriale lors de son adresse à la jeunesse africaine, l'Afrique, c'est cette jeune fille qui a atteint la puberté et qui est belle et que tout le monde comprend. Mais c'est à elle de choisir le prétendant. Aussi, à travers les visites simultanées de Sergei Lavrov et de Rex Tillerson en Afrique, nous assistons à une lutte de positionnement sur le continent africain, à un chassé-croisé et même à une rivalisation. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, à travers ces deux visites, rappelle une autre période de lutte totale en Afrique, notamment l'expansion coloniale, avec les affrontements franco-belges dans le business personnel de l'époque, des aventuriers plus connus comme des explorateurs, entre autres Livingstone, Stanley, De Brazza, qui pour le compte de ces puissances étaient chargés d'explorer le continent africain, d'occuper des territoires
et de signer des traités, et même, en fin de compte, de planter les drapeaux de leur mandant. Donc, ce qui se passe en Afrique est très stratégique. C'est aux Africains de comprendre ces enjeux et de choisir le bon partenaire. De comprendre ces enjeux et de choisir le bon partenaire. C'est vous qui dites, Monsieur Valence Doudane. Merci beaucoup. Et bien, puisqu'on a quelques soucis de connexion avec vous, on va terminer avec vous sur cette question. Justement, vous savez que ce soir, on parle également de ce bras de fer donc, entre la coalition occidentale et puis les BRICS et l'OCS. Alors vous, est-ce que vous pouvez nous faire votre point sur la situation et les perspectives que ce rapport de force, que ces deux blocs peuvent nous faire envisager pour l'avenir? Monsieur Valence Doudane, alors si vous êtes toujours avec nous, puisqu'on a du mal à vous avoir en direct de Paris, je posais la question de savoir, selon vous, quel est le point de la situation et les perspectives d'avenir concernant donc, ce bras de fer existant entre la coalition occidentale d'un côté et bien sûr les BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde et puis l'Afrique du Sud et bien sûr l'OCS. Monsieur Valence Doudane, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Alors, est-ce que très rapidement, vous pouvez nous faire votre point sur la situation concernant la relation ou alors concernant le bras de fer entre la coalition occidentale d'un côté et les BRICS? Je crois qu'on a véritablement quelques soucis de liaison avec Paris. Ce n'est pas bien grave. On va vous retrouver dans une prochaine édition. Monsieur Valence, on va donc terminer très rapidement. Un dernier mot pour sortir avec vous, Michael Garmondi Ergoroff. Donc, est-ce que vous avez une... Voilà, je pense qu'on a malheureusement dépassé le timing qui nous est donné. Merci en tout cas à vous, fidèles téléspectateurs d'Afrique Média, de nous avoir suivis dans cette autre édition de Géopolitique Internationale. C'était bien sûr le 3e numéro. Merci pour votre bien aimable attention. À très bientôt pour une prochaine édition. Je remercie toute la grande équipe technique de Géopolitique Internationale. Au revoir.